Il y a un film de David Lynch que je ne vois pas souvent dans les cash converters et tout ça, que là, pareil, j'ai trouvé à 3,50 €. Donc, super, quoi. Non, 3,99 €. Voilà. Non, chez un Affairs. Je vous montre, voilà. Donc, ça va. Pour un David Lynch, ça va, c'est raisonnable. C'est un David Lynch que, quand je l'avais vu, j'avais été un petit peu déçu. Alors je sais pas pourquoi, parce que franchement en le revoyant j'ai adoré. J'ai vraiment adoré là. Je vous dirai après ce que c'est. J'aime bien David Lynch, hein. J'aime beaucoup Eraserhead qu'on voit là. J'aime bien Elephant Man qui n'est pas le plus, on va dire qui n'est pas le plus Lynchien des Lynch. J'aime beaucoup aussi Dune qui pourtant n'est pas non plus le plus Lynchien des Lynch non plus. Hein. Blue Velvet j'aimerais bien la voir parce que j'avais beaucoup aimé Blue Velvet ou Mulholland Drive ou Lost Highway, mais je me demande même si je préfère pas celui-ci à Blue Velvet et Mulholland Drive. Pourtant, c'est un film qui a été... il y a beaucoup même d'amateurs de David Lynch qui se sont dit « Oh là là, il s'est complètement perdu avec ce film ». Alors que moi, j'ai adoré. C'est Sailor et Lula, ou Wild at Heart en VO. J'ai repris une claque, là. J'ai pris une claque avec le film parce que bah, je me suis demandé mais comment ça se fait que j'ai pas aimé à l'époque où je l'ai vu alors que ça colle à 100% avec d'autres films que j'adore. Je veux dire, c'était un road movie romantique dans la même veine que True Romance de Tony Scott ou de Tuerney d'Oliver Stone. C'est vraiment, il y a Tuerney d'Oliver Stone, True Romance, éventuellement on pourrait mettre Thelma et Louise, même si c'est un petit peu différent en termes de style, mais voilà, il a rien à envier à cela. Hein. Sailor et Lula, c'est vraiment le road movie d'une romance de gens un peu paumés. C'est vraiment les mêmes types de gens paumés. Enfin, c'est pas des tueurs en série comme dans Tuerney, et c'est pas tout à fait pareil non plus que dans True Romance. Mais voilà, il y a ce côté, cette romance entre deux paumés qui devient un espèce de road movie dans lequel voilà, il va y avoir une sorte de descente aux enfers entre guillemets. Ça a été vraiment un courant hein, dans les années 90. Ce type de film, et d'ailleurs celui-là il est de 1990, hein, c'est Sailor et Lula. Donc il me semble qu'il est même antérieur à True Romance et Tuerney. Je sais pas pourquoi j'avais pas accroché alors que là j'ai trouvé excellent. Et donc avec Nicolas Cage et Laura Dern. Alors Nicolas Cage justement, il fait c'est un rôle prévu pour Nicolas Cage. C'est pour les amateurs de Nicolas Cage, c'est un rôle sur mesure là, avec sa veste en python, voilà, son côté un petit peu à la Elvis. Il est parfait dans ce rôle. Hein. C'est vraiment un rôle pour lui, hein, pour Nicolas Cage. Hein. Je vous spoil pas la fin, mais ça se termine où il chante en entier une chanson de Elvis, alors que la caméra tourne autour de lui. C'est vraiment sur mesure. Et il y a des moments où il danse comme un taré sur la musique. C'est Nicolas Cage, quoi. C'est vraiment un film pour lui. Et Laura Dern, qui est utilisé, alors Laura Dern qu'on a vu aussi après dans Jurassic Park, qui est utilisé d'une façon un peu différente que ce qu'avait fait déjà David Lynch avec. C'est-à-dire que Laura Dern, elle était déjà dans Blue Velvet. Alors, Blue Velvet qui est excellent, avec Kyle MacLachlan et donc Laura Dern. Et d'ailleurs, il y a aussi Isabella Rossellini qui joue aussi dans Blue Velvet. Donc il y a quelques personnes du casting de Blue Velvet qui sont aussi dans Sailor et Lola. Et en plus, il y a Willem Dafoe. Alors, Willem Dafoe qui est dedans, Willem Dafoe qui fait un personnage dégueulasse avec ses prothèses de dents. Là, il a des dents toutes pourries. Je sais plus comment s'appelle son personnage là, mais il est horrible. Il est vraiment Willem Dafoe, il est parfait dans ce rôle-là. Il est vraiment dégueulasse ce personnage-là. Ce film, c'est donc vraiment un road movie un peu paumé, effectivement à cheval entre True Romance et Tuerney. Hein. D'ailleurs, en termes de mise en scène, il y a des éléments qu'on peut aussi un peu retrouver. Alors, pas d'un tel excès qu'il peut y avoir chez Oliver Stone pour Tuerney, mais il y a de temps en temps du montage. Il y a des choses un peu originales dans le montage, du montage alterné, on va dire. C'est-à-dire que on voit une scène, puis on voit une autre scène qui se passe en parallèle ou même pas forcément. Hein. On voit une autre scène entrecoupée et ça passe d'une séquence à une autre qui ne sont pas liées directement. Comme ça, il y a pas mal de montage alterné dedans. Pas aussi intensément que chez Oliver Stone pour Tuerney, mais il y a des éléments comme ça assez originaux dans le montage. Et voilà, c'est une sorte de road trip un petit peu fantasmagorique. Donc c'est là qu'on retrouve l'esthétique de Lynch qui est entre le rêve et le cauchemar. Ce qui est intéressant, finalement, c'est difficile de mettre le doigt sur le style de David Lynch. Je sais que, oui, le terme fantasmagorique s'y est un peu, dans le sens où ces films font penser un petit peu à des rêves éveillés. Ils ont une ambiance très éthérée. Et il y a des éléments dans le réel qui sont tellement surréalistes
qu'on se demande si... voilà, il y a une forme de surréalisme dans le réel qui fait que les choses ressemblent un petit peu à des choses symboliques qu'on pourrait avoir dans des rêves ou dans des cauchemars. Et bon, en termes de symbolique, la symbolique qui revient énormément, c'est par rapport au magicien d'Oz dedans. C'est ce couple d'amoureux maudits, un petit peu que la belle-mère, la mère de Laura Dern, du personnage joué par Laura Dern, n'accepte pas l'idylle avec ce voyou et envoie des gens pour empêcher cette romance. Et elle est représentée comme étant la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Et eux, ils sont représentés dans ce road movie comme allant sur la Yellow Brick Road du Magicien d'Oz. À aucun moment, je dirais, ils rencontrent vraiment le Magicien d'Oz, justement. Il y a des références à Toto, à plein de choses, etc. Mais à aucun moment, ça se termine sur le fait qu'ils rencontrent le Magicien d'Oz qui leur explique tout ça. Moi, il me semble que justement que j'avais trouvé ça, que ces rapprochements au Magicien d'Oz, ils étaient trop évidents. Oui, bah oui, évidemment qu'ils sont évidents, mais voilà, moi ça me gêne pas en le revoyant ce film. Je sais pas pourquoi j'avais pensé ça, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs fois des références au Magicien d'Oz là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment ce type de road movie où ces deux personnages qui sont en marge de la société, ou en tout cas leur romance en elle-même, elle n'est pas acceptée, elle est en marge, et donc bah, ils vont partir sur la route vers un idéal sans réelle destination, et tout ce chemin va être une sorte de rêve dans ce style de David Lynch, hein, très, très éthéré, jusqu'à ce que au fur et à mesure le rêve devienne un petit peu cauchemardesque, hein. Ils vont croiser à un moment un accident de voiture. Et d'ailleurs, il y a un élément dans cette scène-là qui fait un petit peu penser justement à l'essence du cinéma de Lynch. C'est ils vont voir cet accident de voiture, ils vont l'interpréter comme un mauvais présage, ils vont dire ah mince, pour l'instant tout allait bien, on était sur notre petit nuage. Et là, ils voient des gens ensanglantés, tout ça. Et il y a une personne qui est blessée, qui a un trauma, voilà, qui est en train de saigner, et puis qui est en train de délirer, voilà, qui est en train de fixer sur des choses, où est-ce qu'il est mon sac, ou je sais plus quoi, alors qu'elle est en train de crever, quoi. Et cette personne qui va crever dans leurs bras, voilà, ils vont interpréter ça comme étant le tournant cauchemardesque de leur idylle, que cette espèce de fuite qu'ils avaient pour échapper à la belle-mère, à la sorcière de l'Ouest, qui ne valide pas leur idylle, et ben elle va se transformer progressivement en cauchemar à partir de là où ils vont s'enterrer un peu dans un bled dégueulasse dans lequel ils vont rencontrer donc le personnage joué par Willem Dafoe, et où ça va partir un peu en couille, et puis le côté cradingue va commencer à progressivement envahir cet univers, hein. Ils vont dormir dans une chambre où elle va avoir vomi dans la chambre, et la chambre va sentir le vomi. Donc voilà, il va y avoir tout un tas de détails qui vont faire que la romance tourne un petit peu à l'autre boudin au fur et à mesure. Mais bon, je veux pas spoiler comment ça se termine et tout. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce personnage qui a eu un accident, qui croise, hein, qui va leur mourir dans les bras, le fait qu'elle soit un peu perdue à déambuler comme ça, et puis à dire des choses qui sont en décalage avec le drame de la situation, parce que clairement, voilà, il y a un trauma crânien, hein, et puis elle est en train de perdre beaucoup de sang, et puis elle est en train de... Voilà. Et ben ça fait penser un peu au cinéma de David Lynch, finalement. Des fois, le cinéma de David Lynch, on a l'impression de regarder ça et d'avoir perdu beaucoup de sang, d'être dans un état de pré-coma, où on est entre le rêve et l'éveil. David Lynch, dans sa mise en scène, il sait vraiment rendre cet aspect de pas savoir si on est en train de regarder un film ou si on est déjà un petit peu endormi et qu'on est en train de rêver un petit peu. Il y a tous ces éléments-là, que c'est ce qu'il aime faire et qu'il arrive à faire avec un énorme talent. Et je trouve que ce film-là réussit à merveille à créer ces ambiances-là, et il est à la fois flamboyant, comme peuvent l'être les road movies romantiques. Il a cette intensité que peuvent avoir True Romance et Tournée, ce grain de folie, ce côté rebelle que peuvent avoir ces films-là, tout en ayant l'ambiance de David Lynch, tout en ayant plein d'éléments esthétiques de son univers. Et au final, je trouve... Il y en a plein qui considéraient que c'était n'importe quoi, que c'était pas David Lynch, tout ça, alors que c'est un très très bon représentant de son cinéma, et moi c'est probablement l'un de mes films préférés de David Lynch, là maintenant que je l'ai revu. Je me suis dit putain, j'étais vraiment passé à côté, et clairement moi je l'adore même au-delà de Mulholland Drive. Alors je ne vais pas lancer des débats sur lequel est le meilleur, machin, etc. Mais sa simplicité me touche peut-être plus, son romantisme me touche peut-être plus. Et il y a des éléments qui sont effectivement comme dans Blue Velvet, il ressemble beaucoup aussi à Blue Velvet. J'en parlerai peut-être un jour quand j'aurai une édition physique de Blue Velvet, parce que Blue Velvet, j'aimerais beaucoup l'avoir en physique, d'avoir un beau mediabook ou un truc comme ça, parce que j'aime beaucoup aussi Blue Velvet. Blue Velvet, vite fait, hein, donc il y a le personnage de Ken MacLachlan, qui va avoir une obsession pour une chanteuse un peu comme dans les films noirs, qui chante Blue Velvet tous les soirs au cabaret, qui va aller espionner
Et il va avoir également en même temps sa copine, qui est jouée par Laura Dern, qui est une jeune fille très propre sur elle, très années 50, voilà, très naïve, très pure. Et le personnage joué par Kyle MacLachlan va avoir à la fois cette fascination pour cette femme fatale à il voit qu'elle trempe dans des trucs dégueulasses, avec notamment Dennis Hopper en méchant, qui est extraordinaire avec son masque à oxygène, là, machin. Et il va avoir une fascination presque perverse pour cette femme qui est mise dans des situations perverses, cette femme fatale, et à la fois cette relation avec cette jeune fille très naïve, et il va y avoir voilà, cet homme entre deux univers, entre la naïveté du monde apparent et la crasse et la perversion du monde caché de la nuit, tout ça. Ça, c'est un thème qu'il y a dans Blue Velvet qui est sympa, et ce qui est étonnant, c'est qu'il a justement fait exprès de reprendre Laura Dern, à qui il avait fait jouer un personnage un petit peu nunuche, un petit peu candide. Là, il va la faire jouer à contre-emploi. Non pas qu'elle n'est pas candide, elle reste candide, mais elle est candide effectivement à la Mallory de Turney un petit peu. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu fofolle, un petit peu rock'n'roll, assez vulgaire, ce qui est très très différent du personnage très prude qu'elle jouait dans Blue Velvet. Et donc, voilà, Laura Dern, elle est excellente aussi dans ce rôle. Et voilà, ce couple assez rock'n'roll, ça en fait une romance road movie excellente, à classer au même niveau pour moi que True Romance et Turney, tout en étant dans le style de David Lynch. Et je crois justement que c'est Marilyn Manson, hein, décidément en ce moment là, j'ai parlé plusieurs fois de Marilyn Manson. Marilyn Manson considère que c'est son film de romance préféré. Et ça m'étonne pas, parce qu'effectivement, il a cette vision rock'n'roll et romantique, hein, on va dire, Marilyn Manson. Marilyn Manson, j'ai vu qu'il avait dit que c'était sa romance préférée, Sailor et Lula. Et effectivement, c'était un excellent film. Et avec encore une fois une galerie de personnages secondaires complètement farfelus, complètement fantasmagoriques, quoi, avec ce Willem Dafoe. Et il y a aussi Crispin Glover en personnage secondaire, bon, qu'on voit pas beaucoup, Crispin Glover, donc voilà, c'est des acteurs assez intenses hein, dans leur jeu, qui jouent toujours des gens un peu creepy. Et voilà, moi, j'ai adoré Sailor et Lula, hein, j'ai trouvé que c'était... je sais pas pourquoi j'avais pas adhéré à ce point-là, mais là, franchement, j'ai vraiment surkiffé. Alors, pour les amateurs de David Lynch, j'ai envie de vous dire, c'est un excellent David Lynch, parce que selon moi, il a l'essence de David Lynch, il a le style de David Lynch, il a sa patte. Pour les amateurs de romance road movie, voilà, c'est clairement un des piliers du genre. Et pour les amateurs de Nicolas Cage, vous allez avoir du Nicolas Cage dans toute sa splendeur. Hein. Pour le coup, vous ne pouvez pas, si vous êtes amateur de Nicolas Cage et que vous n'avez pas vu Sailor et Lula, oui, regardez-le, parce que là, franchement, c'est Nicolas Cage assez jeune d'ailleurs, en 1990. Donc c'est Nicolas Cage vraiment qui fait du Nicolas Cage. Donc voilà, c'était un excellent film. Moi j'ai adoré Sailor et Lola, donc je suis super content de l'avoir trouvé. Bon voilà, à 3,99€. C'est pas souvent que je le vois passer celui-là. Et pour le coup, il y a zéro bonus. Alors, ça par contre, hein, c'est un gros problème. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de bonus du tout. J'aurais bien aimé avoir des documentaires, des trucs. Et oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il a été Palme d'Or à Cannes en 1990. Donc l'air de rien. J'arrête pas de dire du mal de la Palme d'Or de Cannes, mais j'en ai 5 ou 6 hein, maintenant, des Palmes d'Or à Cannes qui étaient bien. Donc il y a eu des bonnes Palmes d'Or à Cannes hein, au final. De temps en temps, il y a des trucs un peu à la con qu'on la Palme d'Or. Mais quand je vois, voilà, Pulp Fiction c'était une palme d'or, Underground c'était une excellente palme d'or, là, Sailor et Lula c'était une excellente palme d'or également. Et d'ailleurs, entre Kusturica et Lynch, on pourrait faire un rapprochement, non pas que ce soit le même ton, hein, c'est pas du tout Lynch et Kusturica, c'est pas du tout le même ton, mais chez Kusturica, il y a aussi ce fait de faire introduire quelque chose du domaine du rêve ou de l'imaginaire dans la réalité. Sauf que voilà, Lynch, ça tend plus vers le cauchemar, et Kusturica, ça tend plus vers le rêve un peu onirique. Donc il y a ce côté fantasmagorique de la réalité qu'on peut trouver chez Kusturica et chez Lynch. Donc ouais, on pourrait presque les rapprocher, ces deux cinéastes, même s'ils sont assez différents en termes de ton. Et voilà, donc encore une fois, une palme d'or que je valide. Donc au final, hein, ils sont, je sais pas si pourris les palmes d'or à Cannes, hein, quand je vois certains films. Voilà, faut redonner leur chance à certains. Et c'est Sailor et Lula, pour le coup, je suis super content d'avoir redonné sa chance à ce film parce que il va vraiment rentrer dans mes films préférés, dans mes David Lynch préférés également, quoi. Donc voilà, Sailor et Lula, hein, super bien. Je veux pas rentrer dans du débat, mais moi je l'ai préféré à Mulholland Drive parce que je le trouve plus passionnel, plus émotionnel, plus foufou que Mulholland Drive. Donc moi je l'ai préféré à Mulholland Drive et je le mettrais vraiment avec Blue Velvet, je le mettrais même encore au-dessus de Blue Velvet, même si j'ai beaucoup aimé Blue Velvet. La brochette d'acteurs fait beaucoup et le côté un peu rock'n'roll du truc, j'aime encore plus que dans Blue Velvet. Donc voilà, je vous le conseille extrêmement, Sailor et Lola ou Wild at Heart, si vous ne l'avez jamais vu.
Bon, je vois que l'heure tourne et que je vais pas avoir beaucoup le temps de vous montrer d'autres choses. Pourtant, j'ai encore plein d'autres trucs à vous montrer. Bah, justement, voilà, la plupart des trucs que j'ai encore à vous montrer, c'est des trucs il y en a pas mal que j'ai pas revus depuis un moment. Voilà, je voulais vous montrer que je les avais eus, comme ça, voilà, vous saurez ce que éventuellement je pourrais aborder plus tard, si j'ai l'occasion de les revoir. Et puis pour vous montrer un peu les éditions, les trucs, les affaires que j'ai fait. Je vais passer vite fait sur certains là maintenant. Alors, il y en a un. Dernièrement, j'avais parlé de son remake et que j'avais plutôt bien aimé. Et voilà, j'ai trouvé l'original qui était un téléfilm. Hein, c'est ça. Je trouvais ce beau steelbook. Alors un steelbook, je l'ai trouvé à 5 euros. Donc voilà, je suis content. 5 euros. Alors attention, les amateurs de VF, ça leur plaît pas ça parce que de toute façon ça fait je crois depuis 2003 que on peut plus trouver la VF d'origine. Tout ce qui est sorti après, ils ont refait le doublage. Le doublage d'origine, ils le mettent même plus. Ce qui est quand même complètement con parce que maintenant on a quand même le choix de pouvoir mettre plein de doublages différents. On pourrait mettre doublage d'origine. Ils l'ont fait pour Les Dents de la Mer, ils l'ont fait d'avoir le nouveau doublage, l'ancien doublage, d'avoir le choix. Bon là voilà, il n'y a pas le doublage français d'origine, mais bon moi je m'en fous parce que je voulais la VO. Ça va être l'occasion de pouvoir revoir celui avec Tim Curry, hein, qui m'avait bien plu dans mon enfance. Et j'avais trouvé que le remake était cool, hein, ça, chapitre 1 et 2. Je vais revoir un petit peu l'original, voir un petit peu les différences et tout. Il y a un commentaire audio dedans, je crois, qui n'est pas sous-titré, c'est tout. Il n'y a pas d'autres bonus. Mais le commentaire audio a l'air d'être intéressant, donc ça, j'écouterai. Et voilà, il y a le film de 3 heures hein, dedans. Donc surtout, voilà, le steelbook était très joli, je trouve. D'avoir un steelbook, et puis il y a 5 balles, voilà. C'est plutôt cool d'avoir à 5 balles un steelbook. Donc je l'ai pris. Il y a un film que j'ai acheté à 1 euro, 9 sous blister, alors que moi ça m'a tenté. Je suis désolé, c'est un film par le réalisateur de Tokyo Gore Police. Moi Tokyo Gore Police j'ai beaucoup aimé, bon bah voilà, n'importe. Alors peut-être ce sera pas terrible, mais ouais non il a l'air sympa. Je pense que le gars qui le vendait à 1 euro 9 sous blister, en voyant le titre, en voyant le scénario, il s'est dit oh ouais, je vais mettre ça à 1 balle parce que ça partira jamais, c'est complètement con. C'est Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Voilà, bon, oui, bon voilà, forcément, hein, c'est une école dans un lycée de Tokyo. Il y a des femmes vampires qui se battent contre des femmes Frankenstein. Il y a du gore de partout, tout ça. Moi, les effets gore de Tokyo Gore Police, je les avais trouvés géniaux. Donc, apparemment, il y a aussi des effets gore sympas dedans. Et bon, ça a l'air d'être du gros délire, hein. Un grand moment de délire pelliculé, le paradis du surréalisme, ils disent Man Movies. Bon, Man Movies en plus, voilà, c'est pas, c'est pas Pif Magazine, quoi, en termes d'horreur, ils savent ce qu'ils disent. Donc, voilà, ça a l'air cool, hein. OVNI cinématographique culte, après on dit culte pour tout et n'importe quoi. Mais voilà, pour 1 euro, hein, j'avais vraiment envie de le voir, et je vous en parlerai peut-être une fois que je l'aurai vu. Mais voilà, par le réalisateur de Tokyo Gore Police. Bon, bah voilà, ça ira à côté aussi de Robo Geisha, hein, voilà, ce genre de cinéma trash japonais, moi ça me plaît, donc pour 1 euro, je n'allais pas m'en priver. Hein. Il y a une autre bonne affaire que j'ai fait dans un Cash Converters, là, je l'ai eu à 7 euros. 7 euros, j'ai eu le Blu-ray 4K de Hook. Donc 7 balles, c'est pas mal, parce que je l'ai vu à 30 balles assez régulièrement, hein, celui-là. Et voilà, bon, il était à 7 balles dans le Cash Converters. Donc il y a bel et bien les deux, hein, il y a bel et bien le. J'ai gardé le ticket au cas où le 4K ne marche pas. Ça se trouve, le 4K ne marche pas. Je ne vais pas pouvoir l'essayer tout de suite, le 4K. Donc, on verra. Quand j'aurai un lecteur 4K, ça se trouve, il ne marche pas. Ça se trouve, c'est pour ça que la personne l'a revendu. Mais voilà, en attendant, j'aurai le Blu-ray à voir, que j'ai toujours pas revu depuis longtemps, hein, Hook. Donc, voilà, je suis super content. Hein, donc, Hook, hein, de Steven Spielberg. Moi, j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu au cinéma. J'avais trouvé qu'il était bien avec Robin Williams et tout. Mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, ah oui, avec Dustin Hoffman qui joue le capitaine Crochet, c'est vrai. Et voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé dans une autre vidéo, je dis tout à l'heure, mais bon, c'était probablement dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de The Lost Boys. Voilà, dans Hook, hein, il y a aussi les enfants perdus, hein, et Peter Pan. Et c'est une sorte de twist un petit peu de Peter Pan, c'est pas tout à fait pareil, il revient en étant adulte, justement. Donc bon, bref, je vais pas expliquer le scénario de Hook, hein, pour le coup, j'ai dit que j'avais plus beaucoup de temps en plus. Mais voilà, un Blu-ray 4K à 7 balles, bah ouais, c'était plutôt correct, hein, surtout qu'il est en très bon état. Donc, il a fallu un petit peu nettoyer la pochette, hein, parce qu'il y avait des traces de colle partout. Mais maintenant que c'est nettoyé, c'est nickel. Et voilà, ça me fait un autre Blu-ray 4K pour le jour où j'aurai un lecteur 4K. Hein. J'ai la télé déjà 4K, donc j'ai les Blu-ray 4K, j'ai la télé 4K, il manque plus que la PS5. Hein.
un jour. Hein. Donc, si un de mes fans qui m'envoie des films comme The Bunnyman Massacre, voilà, plutôt qu'il m'envoie une PS5 que je préférerais, hein, tu vois. Bon, c'est pas tout à fait le même prix, hein, j'imagine. Donc voilà, j'ai ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, il y en a un que j'avais en HD DVD, hein, comme pour The Frighteners. Le fait de l'avoir en HD DVD fait que je ne l'avais jamais racheté en Blu-ray parce que je pouvais le lire. Mais maintenant, je peux plus lire mes HD DVD, donc voilà. Donc voilà, je l'ai trouvé à 2 balles. Donc V pour Vendetta, bon c'est un vieux Blu-ray hein, celui-là, hein. Mais bon il y a plein de bonus et tout. Bon je suppose qu'il va ressortir en 4K et tout ça, mais bon voilà, 2 balles, 2,50 €. Au moins V pour Vendetta, je l'ai dans un format que je peux lire et je le reverrai parce que justement, si je l'ai racheté, c'est d'une part parce que je l'ai vu à 2,50 €, mais en plus parce que bah, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu en fait V pour Vendetta, donc il serait peut-être temps que je le revoie. Je vais pouvoir le revoir parce que la dernière fois que je voulais le revoir et puis j'ai pas pu parce que mon lecteur HD DVD ne marchait plus. Mais là, bon bah voilà, je l'ai en Blu-ray donc je vais pouvoir le mettre dans la PS4 et ça va marcher. Donc voilà, je reverrai V pour Vendetta, donc 2,50 €, c'était pas mal. Et ouais, bah pour terminer, là j'essaye aussi d'avoir, je vous avais déjà montré, j'essaie d'avoir les Astérix, les dessins animés Astérix de mon enfance. Alors de mon enfance, je prendrai probablement les Astier plus tard. Moi je cherche les dessins animés, moi que j'aimais bien d'Astérix. Donc j'avais déjà le coffret avec Astérix le Gaulois, Astérix, alors en Blu-ray, hein, Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix. Celui-là, coffret dont je suis très content. Et à part, j'avais commencé à prendre le coup du menhir. Alors, El Gopé et les menhirs, donc ça je l'avais montré, donc ça c'est l'édition espagnole. J'avais déjà pris Astérix Zig Hubert César, dans l'édition allemande de La Surprise de César. Et là, bon, j'ai trouvé pas cher, hein, Astérix chez les Bretons, Astérix by Den Britten. Donc à chaque fois, il y a la VF, donc voilà, je m'en fous. Le seul truc un petit peu gênant, bon, c'est dommage, c'est que dedans, il y a un des documentaires qui est en allemand. C'est un documentaire allemand, donc pour le coup c'est une exclusivité quelque part, mais bon c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de sous-titres, donc voilà ça. Bon après l'allemand, je commence à... Là en ce moment je suis la série Dark en allemand, qui est bien, qui est vraiment bien. Et j'ai fait allemand première langue, donc je commence à comprendre un petit peu l'allemand de temps en temps. Donc le documentaire je pourrais éventuellement le regarder quand même, mais bon, de toute façon, le film, voilà, il est en VF. Donc voilà, j'ai 6, bah, c'est ceux qui m'intéressaient, hein, des Astérix en dessin animé, hein, ces 6-là. Là, maintenant, voilà, peut-être éventuellement les 2 Astier, et puis c'est bon, quoi. Astérix et les Indiens, tout ça, bon, ça n'a pas l'air ouf, donc ça m'intéresse pas. Donc voilà, ça, j'ai complété ça. Bon, bah finalement, cette semaine, je vous ai présenté pas mal de trucs encore, hein, donc ça vaut le coup de faire des petites pauses de temps en temps, hein, et d'ailleurs, pour finir là-dessus, hein, je remercie tous ceux qui étaient là pour les lives, que ce soit ceux qui les ont suivis ou ceux qui ont participé. Donc je peux enfin faire des lives sur la chaîne et je suis super content hein, parce que bah quelque part c'est même encore plus plaisant que là les vidéos que je vous fais là. Bon, j'aime bien hein, vous montrer un peu ce que j'ai acheté, vous parler un peu des films, mais c'est super plaisant de pouvoir discuter directement avec vous, de pouvoir parler de cinéma, de plusieurs sujets et tout. C'est vachement bien. Donc moi, les lives, je vais continuer à en faire. Je pense que d'ailleurs qu'il y en aura, enfin, je dis toutes les semaines. Là, la semaine prochaine, je vais en faire un, parce que déjà, cette semaine, je fais pas de live parce que voilà, je voulais faire cette vidéo-là, et là, tous les soirs, je vais avoir le montage à faire, donc j'aurai pas le temps de faire un live. Donc, je vais essayer de faire un live la semaine prochaine. Bon, ma femme est en vacances, donc voilà, on va être en vacances aussi, donc je sais pas trop quel est l'horaire, mais on va essayer quand même de se goupiller ça. Probablement un live technique, je pense, pour changer, c'est un live, parce qu'il y en a pas mal qui ont envie, qui sont chauds sur ce sujet-là, sur la 4K, les différences, voilà, l'évolution entre DVD, Blu-ray, 4K, machin, le HDR, tous ces trucs un peu techniques, pour certains qu'on a du mal à s'y retrouver, est-ce que c'est des avancées techniques intéressantes ou pas, ce genre de sujet-là. Je pense que ça va être le sujet, de toute façon je ferai une annonce hein, avant qu'il y ait le live, donc je pense que ce sera la semaine prochaine. Et donc oui, entre des vidéos où je vous montre un peu ma collection, bah faut que j'ai le temps de recevoir. Vous avez vu, j'en ai eu quelques-uns, donc voilà, j'ai eu pas mal de choses à dire. Donc c'était cool. Mais voilà, entre les deux, les lives, c'est toujours cool. Donc je vais continuer à en faire entre les deux. Ce qui veut dire qu'il y aura même encore plus de contenu sur la chaîne. Hein. Pour ceux qui se diront, ah bah ça y est, il va faire des lives, il va arrêter de faire des vidéos comme ça.
Non, bah non, je continuerai ça. Voilà, tant que j'ai des trucs à nouveau. Après, voilà, comme je dis, ça se remplit. Donc, je les espace un petit peu plus que ce que je faisais au début. Mais dès que j'ai plusieurs trucs à vous montrer, je vous les montre. Et puis, ça me permet, j'aime bien parler des films. Mais il y a des fois où, finalement, c'est encore plus sympa de parler d'un film directement en live parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un avis différent sur ce que je dis et puis qui peuvent apporter quelque chose. On fera peut-être probablement des lives sur lesquels on parlera d'un film et où les gens sont pas d'accord. Et voilà, j'aurai des arguments, les autres auront des arguments. Et puis, on fera tout un gros débat là-dessus. Donc, clairement, c'est amené à se multiplier les lives hein, sur la chaîne. Donc, ça remplacera pas ce format-là, mais il y en aura en plus. Là, généralement, il y avait 3 semaines où il n'y avait rien, et puis hop, il y avait une vidéo. Là, toutes les semaines, il va y avoir des vidéos donc, grâce au live. Donc, c'est plutôt cool. Après, là, il va y avoir un peu des vacances. Comme je vous dis, ma femme est en vacances, donc je ne sais pas trop mes disponibilités. Il y a probablement des moments où je ne pourrai pas faire de vidéo, mais bon, de toute façon, après, on verra. Hein. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais il y a déjà pas mal de gens qui nous ont rejoints, donc c'est plutôt cool, on discute de plein de trucs, et puis on organise des lives. Donc je ne vais pas mettre le lien Discord à la fin de chaque vidéo, hein, mais vous l'avez dans la page YouTube ou dans les vidéos précédentes, dans les lives précédents, il y a le lien Discord, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est toujours cool. Donc la prochaine fois qu'on se revoit, normalement c'est pour un live, et puis bon bah voilà, après une fois que j'aurai reçu encore d'autres trucs, hein, je vous en reparlerai. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous, salut!